Et j'affectionne particulièrement l'épargne salariale et l'actionnariat salarié parce que c'est des dispositifs dans lesquels j'ai travaillé. Et aussi, c'est des dispositifs qui sont hyper intéressants et qui sont mis en avant dans les grandes entreprises souvent et qui vous permettent de faire plein de choses. Et moi, grâce à mon épargne salariale, j'ai pu acheter mon appartement. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincus que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Johanna, je suis contente de te recevoir sur le podcast, d'autant plus que tu es devenue une amie un peu proche. Donc, j'ai vraiment de la chance d'avoir dans mes connaissances des gens aussi expertes que toi. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'épargne salariale et on va se retrouver pour un second épisode dans lequel on va parler d'investissement salarial. Étant donné que les deux notions étaient des notions riches, on a décidé de découper ça en deux épisodes pour que ça soit plus digeste pour nos auditrices et nos nouveaux auditeurs, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui écoutent le podcast de Vanessa Money Mindset. Donc, démarrons. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Bonjour à toutes et à tous. Merci Vanessa pour ton invitation. Je suis super contente de pouvoir revenir dans ton podcast et de pouvoir parler de ce sujet-là que j'affectionne particulièrement depuis que je suis salariée, qui est, on va le voir plus tard, mais l'épargne salariale et l'actionnariat salarié. Donc, moi, je suis Johanna Olympio, je suis consultante en rémunération. Donc, c'est un domaine des RH qui n'est pas très connu, des ressources humaines. C'est une spécialisation que j'ai fait. Et donc, du coup, moi, je travaille sur toutes les politiques de rémunération. C'est moi qui établis les packages de rémunération pour les nouveaux salariés, pour les promotions, voilà, ou les plans d'augmentation. Bon, il y a plein d'autres sujets. Mais si je devais résumer, je dirais ça. Et j'affectionne particulièrement l'épargne salariale et l'actionnariat salarié parce que c'est des dispositifs dans lesquels j'ai travaillé. Et aussi, c'est des dispositifs qui sont hyper intéressants et qui sont mis en avant dans les grandes entreprises souvent et qui vous permettent de faire plein de choses. Et moi, grâce à mon épargne salariale, j'ai pu acheter mon appartement. Bah ouais, l'épargne salariale, c'est vraiment hyper puissant. Moi aussi, mon deuxième appartement, je l'ai acheté grâce à une partie des fonds qui étaient investis dans mon PEE. C'est vraiment un bon plan dont peuvent bénéficier les salariés. Et aujourd'hui, on va essayer de faire le tour de ce sujet et de cette épargne. Quand on parle d'épargne en entreprise, on parle de quoi ? Est-ce que tu peux me donner une définition de ce type d'épargne ? Alors, le terme exact, c'est épargne salariale, mais ce n'est pas vraiment de l'épargne. C'est plutôt je dirais, de l'investissement. On va le voir plus tard parce qu'on va investir dans des fonds, dans des placements financiers. Et généralement, c'est des placements en bourse. C'est pour ça que le terme, c'est épargne, c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, l'épargne salariale, donc le terme, ça englobe pas mal de dispositifs, ça en englobe 5. Donc, il y a 3 primes et après, il y a les plans d'épargne, on va dire. Donc, le premier, c'est la prime de participation. C'est une prime qui existe depuis 50 ans. Et depuis 50 ans, elle n'a pas changé. C'est une manière pour les entreprises de redistribuer leurs bénéfices à leurs salariés. Et ça, c'est obligatoire à partir de 50 salariés. Sinon, voilà, l'entreprise n'est pas obligée de la mettre en place. C'est la seule des primes que je vais citer qui est obligatoire. Enfin, le seul dispositif qui est obligatoire, mais à partir de 50 salariés. Après, on a une autre prime qui est plébiscitée par les entreprises parce qu'elle est beaucoup plus souple et elle permet aux entreprises de faire à peu près, dans certaines limites, ce qu'ils veulent, alors que la prime de participation au bénéfice, c'est une formule légale qui n'a pas changé depuis 50 ans. La prime d'intéressement, c'est une prime qui va récompenser les salariés pour leur performance et pour leur contribution aux résultats de l'entreprise. Donc, par exemple, une entreprise, elle peut dire, entre 2022 et 2023, si on fait, 50% de plus de chiffre d'affaires, vous allez avoir une prime de 2 000 €. Je sais pas, j'ai n'importe quoi. On peut vraiment la moduler comme on veut. Enfin, une entreprise peut la moduler à souhait en respectant certaines obligations, bien sûr.
Et ça dépend si l'entreprise a des partenaires sociaux, elle va négocier avec eux toujours les accords pour voir qu'est-ce qu'on met dedans, comment on la répartit, etc. Donc voilà, c'est 2 primes qui sont collectives, mais qui n'ont pas la même finalité. La participation au bénéfice, c'est vraiment on redistribue le bénéfice aux salariés, et l'intéressement, c'est plutôt en termes de performance. Je donne un exemple de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas forcément un résultat financier. Ça peut être des critères non financiers. On peut dire, je ne sais pas, la réduction de l'utilisation des papiers. Ça peut être un critère. Ça peut être plein d'autres choses si on veut inclure, par exemple, des critères dans le cadre de la RSE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc ça, c'est 2 primes qui sont la plupart du temps connues. Et derrière ça, on a tout ce qui est plan d'épargne. Donc, il y en a 2. Il y a le plan d'épargne d'entreprise, qui est un plan sur lequel on va mettre de l'argent. Donc, une des primes de participation, la prime d'intéressement ou même son salaire, on va mettre dedans. Et éventuellement, ce n'est pas obligatoire, l'entreprise peut dire, moi, je vais participer à l'effort d'épargne de mon salarié et je vais ajouter de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'abondement. Donc, ça aussi, c'est réglementé. On ne peut pas donner 10 000 € à chaque salarié. Mais dans le plan d'épargne entreprise, l'entreprise peut abonder jusqu'à 3 300 €. On part du principe que tout ce qu'une entreprise vous verse, c'est du salaire. Toutes les primes, tout ce qu'une entreprise vous verse, c'est du salaire, et donc, c'est soumis à cotisation. Cotisation sociale, donc que ce soit les cotisations des salariés ou les cotisations du patron, donc patronales. Maintenant, il existe des niches. Vous connaissez les niches fiscales, mais il y a aussi les niches sociales, des niches sociales et fiscales. Et ça, c'est des dispositifs qu'on va utiliser justement pour piloter la politique de rémunération, parce que aujourd'hui, vous savez, on entend souvent dans les médias que la pression sociale des entreprises est très importante en France. Une entreprise qui vous verse 1 000 € de salaire, elle ne va pas vous verser que 1 000 € de salaire, elle va débourser de sa poche 1 500 € parce qu'elle va devoir payer l'URSSAF. Donc, c'est à peu près entre 45 et 50%. Donc, une entreprise qui vous paye 1 000 €, elle sort 1 500 € de sa poche. Et vous recevez que 800 € à peu près, net, parce que y a à peu près entre 20, 25, 30%, ça dépend si vous êtes cadre, de cotisation salariée. Donc, vous, la perception de ce que vous percevez, ça vous paraît peu. En plus, aujourd'hui, on a le prélèvement à la source, donc ça réduit encore le net perçu. Et de l'autre côté, l'entreprise, elle fait un vrai effort, mais il n'est pas valorisé parce que vous ne voyez pas toute la somme qu'elle a déboursée. Et donc, du coup, c'est vrai que pour motiver les salariés, dès qu'on doit sortir 1 €, on veut donner 1 €, on doit sortir 1,50 €, c'est compliqué et ce n'est pas évident. Donc, les entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont utiliser des dispositifs comme ça qui vont avoir un objectif bien précis pour piloter la politique de l'entreprise, sa performance. Par exemple, il y a un dispositif qui s'appelle les titres restaurants, ça, vous les connaissez tous. Ça, c'est une niche parce que l'entreprise, elle pourrait tout à fait, je vous ai dit, tout ce qu'on vous verse, c'est du salaire, elle pourrait vous donner 5 € de tickets de titre restaurant et payer des cotisations sociales dessus. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a des règles qui font que si l'entreprise respecte bien des règles, elle vous donne de l'argent pour manger et elle n'a pas besoin de payer l'URSSAF à côté parce qu'elle passe par ce ticket-là. Mais si elle vous donnait de l'argent en direct, les 5 €, là, il faudrait qu'elle paye des cotisations. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre parce qu'on a tendance à regarder le virement qu'on a à la fin du mois ou sa fiche de paye. Bon, il y a peu de personnes dans mon entourage, moi, qui regardent leur fiche de paye, mais c'est vachement intéressant de savoir que le salaire, la rémunération, c'est pas que le salaire. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est vrai que quand vous allez dans une entreprise, vous allez négocier votre salaire ou que même pour une promotion, c'est important de connaître toute la politique, tous les dispositifs qui existent dans l'entreprise et de les prendre en compte dans la balance. Parce qu'il y a des entreprises qui vont vous payer normalement, mais derrière, il y a des grosses primes comme ça, comme l'épargne salariale, qui sont vachement intéressantes. Et pour le coup, il faut vraiment les tenir compte. Moi, j'ai un ami qui me disait que il avait accepté des postes où il a été un peu moins rémunéré, mais il était correctement rémunéré, mais il avait des primes de 7 000 €. Et pour le coup, ça vaut vachement le coup parce qu'en plus, c'est des primes qui sont défiscalisées et désocialisées, mais on va y revenir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut négocier parce que c'est des dispositifs qui sont applicables à tous les salariés avec les mêmes critères de la même manière. Mais je trouve que moi, je prends en compte ces dispositifs-là quand je postule à un emploi
Si on me dit il y a une prime de participation, une prime d'intéressement, je demande à peu près, la dernière qui a été versée, ça a à peu près combien, la moyenne? Parce que ça me donne une idée de, bon, il y a peut-être le salaire, ils vont pas, je vais peut-être pas chipoter pour 2 ou 3 000 euros annuels, mais derrière, je sais que j'ai une prime qui est défiscalisée et pour laquelle je vais pouvoir investir et gagner encore plus d'argent. Moi, je réfléchis vraiment en package, mais après, je pense que c'est une déformation professionnelle. Quand je négocie mon salaire, je négocie à minimum le salaire fixe et la rémunération variable, donc le bonus. Et après, je regarde D'accord. les à côté. Ok. Par exemple, j'ai des enfants, donc moi, une entreprise qui propose des chèques emploi service universel qui me permettent de payer la crèche, ça m'intéresse. Et c'est net d'impôt pour moi. Parce que l'entreprise peut me verser ça, ça me fait de la rémunération en plus, mais je n'ai pas payé d'impôt dessus ni de cotisation. Donc, il y a la prime, donc il y a le plan d'épargne entreprise qui vous permet de verser de l'argent, que ce soit votre salaire ou vos primes à l'intérieur, et l'entreprise peut éventuellement, c'est pas obligatoire, abonder. Il y a un autre plan, c'est le plan d'épargne retraite d'entreprise, à ne pas confondre avec le plan d'épargne retraite individuel. C'est le même principe, c'est juste que l'argent sera bloqué jusqu'à votre retraite et l'entreprise aussi peut compléter, sauf que là, elle peut compléter le double en fait. Tout à l'heure, j'ai dit 3 300 euros, ben là, c'est 6 500 à peu près. Hein. Donc, du coup, concernant les caractéristiques de ce type d'épargne, quelles sont les entreprises qui sont concernées, les avantages pour ces entreprises-là et quels sont les avantages pour les salariés? Alors, toutes les entreprises sont concernées et je voudrais dire même toutes les organisations. Parce que c'est pas seulement, si vous êtes salarié par exemple d'une association, vous pouvez aussi bénéficier de ces primes-là. Si votre entreprise a décidé de les mettre en place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la prime de participation, c'est la seule qui est obligatoire, mais à partir de 50 salariés. C'est tout, c'est la seule règle. Sinon, les autres primes, elles sont facultatives, donc la prime d'intéressement, l'abondement, la prime d'abondement, le plan d'épargne entreprise et le plan d'épargne retraite, c'est facultatif. Mais même une association, même une ONG, à partir du moment où on a un salarié, on peut les mettre en place. Donc, si votre entreprise ne prend pas ça, vous pouvez tout à fait leur demander de le mettre en place, ça peut être intéressant. Parce que pour elle, pour répondre à ta question sur les avantages, pour une entreprise, du coup, ça permet de piloter et de motiver les salariés, de les faire être des moteurs dans la performance de l'entreprise, donc via certains critères. Et derrière, l'entreprise, quand elle va sortir 1000 euros, quand elle va donner 1000 euros aux salariés, elle va pas sortir 1500 euros. Donc, elle va pas payer les cotisations. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise. Les petites structures sortent 1000 euros en prime, ça revient à 1000 euros. Les grandes structures, elles ont quand même des trucs à payer parce qu'on est en France, il ne faut pas abuser. On nous rajoute toujours des taxes, donc ce ne sera pas des cotisations sociales à 50%, mais il a été créé il y a quelques années ce qu'on appelle le forfait social. Et donc, les entreprises payent quand même quand elles ont une certaine taille. Donc, c'est plutôt pour les grosses entreprises qui vont quand même payer, mais ça coûtera toujours moins cher que de payer du salaire. Ensuite, pour les salariés, les avantages, c'est que du coup, c'est des primes qui tombent, qui font du bien quand ça tombe. Et aussi, c'est un moyen d'investir déjà. Moi, je trouve que c'est un super moyen d'investir. Parce que si vous décidez de placer la prime dans un plan, donc un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne retraite, vous ne paierez pas d'impôt sur la prime. L'État se dit, bon, le salarié a fait l'effort de placer sa prime, de l'investir dans l'économie, donc je vais l'exonérer d'impôt. Mais si vous dites, non, finalement, moi j'ai envie d'utiliser la prime pour aller en vacances, du coup, ça va rentrer dans votre revenu fiscal. Et donc, vous allez payer des impôts, mais jamais de cotisation. Enfin, de cotisation sociale. Il y a quand même 10% à payer, mais ça, c'est un truc, ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, la CSG, CRDS, ça, on n'y coupe jamais. Donc, ça, c'est un avantage pour les salariés. D'ailleurs, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai constitué mon apport pour acheter mon appartement grâce à mon épargne salariale. Donc, ce que je faisais, c'est que je savais, quand je suis rentrée dans l'entreprise, j'avais vu leur plan d'épargne et j'avais vu que l'entreprise proposait un abondement hyper intéressant. Je pouvais avoir jusqu'à 6 300 euros d'abondement par an. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, chaque année, comme je savais que je voulais acheter avec mon conjoint, j'ai blindé, et c'est beaucoup ce que les personnes de mon âge faisaient, dans le même objectif de devenir propriétaire, c'est que je mettais de l'argent chaque année. Donc moi, je mettrais, je crois que je mettais entre 3 et 5 000 euros, je crois que je mettais 5 000 euros par an
dans mon plan d'épargne d'entreprise, prime d'intéressement compris, plus de mon salaire. Et l'entreprise me reversait, je crois, 2 400 € net. Donc, au fur et à mesure, chaque année, je faisais ça. Et puis, j'avais aussi d'autres avantages, puisque mon entreprise pratiquait une décote, c'est une réduction en gros. Et puis, après, vous connaissez, en bourse, on achète une action, parce que l'entreprise dans laquelle je travaillais était cotée en bourse. On achète une action à un prix et puis on espère que cette action va augmenter et faire une plus-value. Et donc, du coup, j'ai bénéficié de tous ces leviers-là. Donc, de la participation, donc l'abondement de mon entreprise à mon épargne, de la décote et de l'évolution du marché. Et donc, 2 ans et demi plus tard, j'ai débloqué l'argent donc, mon argent était bloqué pendant 5 ans. Parce que quand on verse de l'argent dans un plan d'épargne d'entreprise, l'argent est bloqué pendant au moins 5 ans. Et quand c'est dans un plan d'épargne retraite, c'est jusqu'à la retraite, mais il y a des cas exceptionnels de déblocage anticipé. Et donc, l'achat de la résidence principale, ça rentrait dans les cas de déblocage anticipé de mon plan d'épargne entreprise. Et donc, ça me permettait, avant les 5 ans, donc 2 ans et demi plus tard, de débloquer l'argent. Ce que j'ai fait pour mon achat. Donc, moi, j'ai débloqué 2 ans et demi plus tard 17 000 €. Mon conjoint aussi, de son côté, il a débloqué aussi. Et du coup, on a rajouté, on a pu se constituer notre apport auprès de la banque, ce qui a été très intéressant parce que ça a payé les frais de notaire et un peu plus encore en apport. Et derrière, moi, j'étais pas sans économie parce que j'avais de l'argent dans mes livrets. À l'époque, je savais pas bien investir, donc j'avais blindé mes livrets d'épargne. Et j'avais encore de l'argent dans mon plan d'épargne d'entreprise parce que j'avais encore une partie que j'avais pas débloquée. Donc, c'est vachement intéressant. Moi, j'ai gagné pas mal d'argent avec tout ça parce que l'entreprise m'a aidé en me versant des primes, en me faisant des réductions sur le prix de l'action. Et même après ça, après cet achat-là, j'avais encore accumulé pas mal de sous. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai une collègue qui m'avait raconté une anecdote quand elle était salariée dans une autre boîte. Elle avait une collègue qui mettait toujours de l'argent dans son plan d'épargne d'entreprise. Donc, eux, ils avaient vraiment des grosses primes. Elles étaient dans la finance. Elle mettait toujours. Et c'était une personne qui était plus âgée qu'elle. Et en fait, elle n'avait jamais regardé combien elle avait. Et un jour, elle a dit, attends, je vais aller regarder combien j'ai dans mon plan. Et en fait, elle est revenue, elle a dit, mais je suis riche. Et en fait, elle a démissionné. Et elle est allée s'acheter une maison dans la ville dont elle rêvait depuis toujours. Et elle a pris sa retraite, en gros, en anticipé. Je crois qu'elle avait 700 000 €. Elle avait 700 000 €, elle n'avait jamais regardé combien elle avait. Ouais. Parce que tu peux suivre tous les ans quand tu verses l'intégralité de ta participation et de ton intéressement. Mais J'étais très étonnée parce que normalement chaque année la banque doit vous envoyer un relevé en fait, un relevé de compte. Même moi je le reçois même 2 fois par an avec les frais, avec ce qu'il y a dedans, etc. Et du coup elle, je sais pas, bon peut-être qu'à l'époque c'était pas encore obligatoire, mais elle s'était pas rendue compte qu'elle avait autant d'argent, mais elle mettait toutes ses primes et puis l'entreprise certainement abondait et du coup elle avait pas mal de sous. Et la personne qui m'a raconté ça, elle a pu acheter aussi son appartement dans une ville très cossue en région parisienne. Grâce à cet argent, en partie. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cet épisode, parce que c'est vraiment un bon plan pour pouvoir épargner assez facilement, car déjà, c'est souvent des primes que tu verses, donc c'est complètement décorrélé de ton salaire classique, donc ton style de vie ne change pas, que tu aies ces primes-là ou non. Il y a des entreprises qui sont très généreuses. Moi, je me souviens que, pas vraiment dans les banques où j'ai travaillé, mais ma grande sœur qui travaillait aussi dans un grand groupe bancaire, elle, c'était 10 000 €. Des fois même, c'était 15 000 € pour certains cadres de son entreprise par an. T'imagines, tu reçois tous les ans 15 000 € en plus de ton salaire ou en dehors de ton salaire. C'est juste dingue. Et c'est vrai que oui, tu fais 15 ans comme ça, ça va très, très vite. D'autant plus que les fonds sont souvent investis en actions. Si en plus l'action de l'entreprise performe bien, tu as une valorisation. Tu rajoutes à cela l'abondement si toi-même tu continues de verser. Et oui, tu peux être vraiment riche très rapidement. Donc, merci beaucoup pour ta petite anecdote. Maintenant, on va pouvoir aborder la dernière question, qui est la question où on va perdre tout le monde, parce que ça concerne la législation et la fiscalité. Quelles sont les obligations pour les employeurs concernant ce type d'épargne ? Non, on va pas perdre les gens. Je vais essayer. J'espère que j'ai pas déjà perdu les gens, mais c'est pas évident.
parce qu'il y a plusieurs dispositifs et que même si dernièrement, je vais pas mentir, depuis quelques années, Emmanuel Macron a essayé d'alléger et de simplifier les dispositifs, mais c'est pas encore suffisant. Et c'est pas encore suffisant pour dire aux entreprises, ouais, j'ai envie de le faire. C'est tellement, la législation française et le droit social est tellement changeant et tellement complexe, avec trop de critères, que les entreprises sont assez frileuses à mettre en place des choses. Parce que du coup, tout le temps, c'est des obligations, des obligations. Mais en termes de législation, il n'y a pas... je vais vraiment pas rentrer dans le détail parce que ça va même pas vous intéresser. Mais en gros, je vous ai dit, la prime de participation, elle est obligatoire à partir de 50 salariés. C'est tout. Après, maintenant, si on veut mettre en place une prime, on doit respecter des plafonds, une certaine homogénéité entre les salariés. Enfin, tu peux pas discriminer un salarié, lui donner 6 000 euros et l'autre lui donner 2 000 euros parce que tu préfères l'un que l'autre. Non, il faut que ce soit des critères dits objectifs. Donc, par exemple, tu peux dire, je ne sais pas, une entreprise qu'elle va vous présenter, si elle vous verse une prime, je sais pas, d'intéressement, elle va vous dire, bon, alors on a calculé et vous avez bien performé, la prime est de 500 000 euros pour tout le monde. Vous êtes 300. Et ben derrière, elle va vous dire, donc elle doit vous donner le chiffre global, les 500 000 euros, et elle va vous dire, bon, vous êtes 500, voici la répartition par personne. Donc vous avez le droit, vous gagnez, je sais pas, 35 000 euros bruts, vous avez le droit à tant de primes par rapport aux critères que vous avez vus dans l'accord, etc. Tout est public et transmis aux salariés. Donc, vous gagnez, j'ai dit quoi, 35 000 euros, vous avez le droit à 2 000 euros de prime. Forcément, celui qui gagne 70 000 euros, peut-être il aura le droit à plus. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans les conditions de l'accord qu'on va répartir par rapport au salaire ou alors qu'on va répartir par rapport au temps de présence. Celui qui est arrivé en juillet, il ne va pas toucher la même somme que celui qui est là depuis 10 ans et qui a été présent toute l'année. Voilà, c'est les seules règles sur lesquelles l'entreprise peut faire de la différenciation, mais jamais être discriminante parce que celui-ci, il a mieux travaillé, j'ai envie de le payer plus. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est vraiment des primes qui sont collectives. Hein, j'insiste sur ce point-là. Et après, les obligations, c'est, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais des 25%. Dans une prime d'intéressement, l'entreprise ne peut pas verser plus de 25% des rémunérations brutes annuelles. Parce que sinon, ce serait trop facile, on pourrait verser et baisser, parce que ça baisse après le bénéfice de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un des avantages dont je n'ai pas parlé, mais c'est d'une charge, en fait. Donc l'entreprise, elle va contribuer à rémunérer ses salariés et derrière, elle va baisser son résultat et baisser automatiquement aussi ses impôts. Je le disais aussi tout à l'heure, pour les abondements, que ce soit dans le plan d'épargne d'entreprise que dans le plan d'épargne retraite, on ne peut pas vous donner 1 million d'euros d'abondement. Sinon, ce serait trop facile. L'entreprise, elle a un plafonnement, donc elle ne peut pas abonder plus de 100% de votre versement pour le plan d'épargne d'entreprise dans la limite de 3 300 euros et elle ne peut pas abonder plus de 200% de votre... pardon, c'était même pas ça, c'était 300% pour la... Bon, on s'en fiche. Elle ne peut pas vous donner plus de 3 300 euros pour le plan d'épargne d'entreprise et elle ne peut pas vous donner plus de 6 500 euros pour le plan d'épargne retraite. Il y a d'autres règles, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on va perdre les gens. Mais voilà, c'est plafonné, mais c'est quand même des belles sommes. Et au global, si vraiment on pousse le bouchon du maximum, du plafond maximum qu'on peut donner, donc je vous ai dit 3 300 euros pour un premier abonnement, 6 500 pour un deuxième, 31 000 euros pour la prime de participation maximale, mais vraiment maximale, mais ça c'est pour quelqu'un qui gagne vraiment beaucoup, qui doit gagner plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que je vous ai dit, il y a plein de critères que je ne vais pas vous détailler là, mais qui sont un peu plus complexes. Et aussi 31 000 euros, c'est le maximum de primes qu'on peut verser pour la prime d'intéressement. Donc en tout, si vous calculez bien, ça fait 70 000 euros par personne qu'on peut verser pour une personne au maximum. Donc, c'est vraiment des primes hyper intéressantes. Tout à l'heure, tu parlais de personnes qui gagnaient des 15 000 euros de primes. Ça existe. J'ai une copine qui m'a dit, dans la boîte où elle bossait, c'était des 10 000 euros de primes. Moi, je travaillais chez L'Oréal, donc enfin chez Lancôme International. Quand j'étais apprentie, c'était mon premier poste en RH. Je gagnais même pas 700 euros. Je crois que je gagnais 657 euros, un truc, je ne me rappelle plus exactement. Et j'avais eu, pour 9 mois d'alternance, j'avais eu plus de 4 000 euros de primes.
C'était énorme de primes de participation et de primes d'intéressement. Je trouvais ça énorme à l'époque. C'est là que je me suis passionnée du sujet. Je me dis, mais c'est génial, tu fais rien, tu as de l'argent. Et en plus, je crois qu'à l'époque, ils abondaient, l'entreprise rajoutait dans mes versements 150%. Et c'est l'action L'Oréal quand même. Bon, je n'avais pas investi à l'époque et je l'ai amèrement regretté parce que c'était juste de la folie. Et effectivement, moi, j'avais eu 4 000 € parce que j'avais un plus petit salaire, mais j'avais des collègues qui gagnaient le SMIC, bon, parce qu'elles étaient plus âgées, et elles avaient des 7 000 € par an. C'est ça, donc, effectivement, imagine les cadres. Après, tu peux plafonner les montants, mais effectivement, tu as des entreprises qui versent de très belles, qui ont des vrais projets d'épargne salariale, d'actionnariat salarié. On en reparlera sur l'actionnariat salarié, mais par exemple, Orange, ils font pas mal de choses là-dessus. L'Oréal aussi, ils sont connus pour avoir des dispositifs très intéressants. Et voilà, il n'y a pas que le salaire comme quoi. Et effectivement, ce n'est pas ce que vous allez utiliser pour vivre au quotidien et tous les mois, mais pour des projets futurs, ça contribue vraiment à les réaliser. Donc, du coup, moi, j'aimerais savoir parce que moi, j'avais un plan épargne entreprise. Donc, je recevais donc une prime d'intéressement. Et quand j'étais salariée, je recevais à la fois une prime d'intéressement et une participation aux bénéfices. Et moi, pour moi, tout ça, c'était de l'épargne entreprise. Mais quand on a échangé, toi et moi, tu m'as dit qu'en fait, il faut différencier épargne entreprise et actionnariat salarié. Et je dois t'avouer que pour moi, c'est encore un peu flou. Donc, du coup, quelle est la différence très précisément entre les deux? Alors, les deux primes que tu percevais, c'est de l'épargne salariale. Donc, c'est tous les dispositifs dont je viens de parler, les 5 primes de participation, primes d'intéressement, abondement, plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne retraite. L'actionnariat salarié, on le verra dans le 2e épisode, c'est encore autre chose. Mais ouais, c'est encore d'autres dispositifs, mais je t'en présenterai qu'un seul parce que sinon, c'est beaucoup plus complexe et c'est très juridique. En France, en fait, moi, je fais un métier, je me suis rendu compte que c'est un métier avec beaucoup de chiffres, mais c'est un métier très juridique, en fait. Et donc, quand tu touchais tes primes, donc c'est de la rémunération, hein, c'était de l'épargne salariale, tu avais peut-être la possibilité de les verser dans un plan d'épargne d'entreprise. Ce n'est pas obligatoire. Tu as des entreprises, moi je connais quelqu'un de ma famille qui a une prime d'intéressement tous les ans, mais l'entreprise n'a pas de plan d'épargne d'entreprise. Donc, du coup, elle ne peut pas verser dans ce plan d'épargne d'entreprise, elle ne reçoit pas d'abondement. Mais il y a une autre conséquence à cela, c'est que quand vous touchez vos primes, donc vos primes d'épargne salariale, primes d'intéressement, primes de participation, vous payez des impôts dessus. Alors que quand vous les versez, que ce soit dans un plan d'épargne d'entreprise ou dans un plan d'épargne retraite, vous ne payez pas d'impôts. L'État ferme les yeux. C'est comme si vous n'aviez pas touché cet argent-là. Et effectivement, vous ne l'avez pas touché, vous l'avez réinvesti. Donc, au niveau de votre revenu fiscal, de ce que l'entreprise, à la fin de l'année, vous regardez votre bulletin de paye en décembre, vous regardez le net fiscal annuel, il n'y aura pas cette somme dedans. L'État vous en fait cadeau. Et quand vous pourrez la débloquer, soit pour un achat ou autre, ou dans 5 ans minimum, cet argent, on ferme les yeux dessus, c'est légal, vous avez le droit d'utiliser, vous n'aurez payé aucun impôt dessus. Mais si votre entreprise ne propose pas de plan d'épargne entreprise ou de plan d'épargne retraite, vous ne pouvez pas verser votre prime dedans, donc vous êtes obligé de la percevoir. Et donc, du coup, le prélèvement à la source s'applique sur la somme. Merci beaucoup, Johanna, pour toutes ces informations. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la 2e partie pour parler de l'actionnariat salarial. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions. Laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. À bientôt, bisous.